Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais procéder à l'appel des conseillers. Et donc, Viviane Aïd Taleb a donné pouvoir à Sylvain Illion, Jean-Baptiste Albanese, Loïc Allium, Amin Amar. Thierry Annex a donné pouvoir à Stéphanie Lapie. Laurence Besser présente, Alain Bidot, François Brochin, présent. Philippe Cornichet, Leïla Farouge. Thierry Fauchou a donné pouvoir à Karine Lepinoy-Lefresne, Sylvain Illion, Quentin Jagorel, Nicolas Jaouen, Soazic Labou-Morin a donné pouvoir. Pas donné pouvoir. Est absente. Alice Landais, Stéphanie Lapie, Guirègue Lebris, Morvan Legentil a donné pouvoir à Timothée Femme, Karine Lepinoy-Lefresne, Jean-Yves Loury, Nadège Lucas, Séverine Massé, Marianne Pabeuf, Timothée Femme, René Piel a donné pouvoir à Alain Bidot, Bruno Ron, Sabine Rouanet, Erwan Sauvaget, Lénaïque Stéphan, Béatrice Tancret, Martine Tomasi. Donc, alors, j'ai oublié Frédéric Mignon. J'ai sauté une ligne. Excusez-moi. Donc, je déclare la séance du conseil municipal ouverte et je vais nommer un secrétaire de séance. Monsieur Femme, voulez-vous assurer le rôle de secrétaire de séance? Oui. Donc, je vais commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance précédente. Il y aura la feuille à faire circuler, les signatures. Donc, voilà. Donc, sur le procès-verbal de la séance d'il y a 4 semaines, le 21 février, vous avez été destinataire. Y a-t-il des remarques? Alors, il y aura combien de remarques? 2. Donc, Stéphanie Lapie, puis Béatrice Tancret. Stéphanie Lapie. Merci, Madame la maire. Nous voterons pour, mais nous avons quelques réflexions. Nous avons bien pris note de l'apparition du découpage à la minute de l'audio pour le conseil municipal de février. Notons que celui de février n'est pas encore en ligne. Il serait intéressant également d'avoir une courte synthèse des thèmes abordés lors du conseil municipal pour ne pas être obligé à télécharger les documents en PDF complet tels que la note de synthèse, et le PV. Quand les citoyens cherchent une information ciblée, ces téléchargements inutiles ayant une empreinte environnementale sans apporter le moindre service à la population. Par ailleurs, pour faciliter le travail de la presse, il serait intéressant que la publication de l'enregistrement audio et de son découpage en séquences soit plus rapide. Cela veut dire qu'il faut soulager la fiche de poste d'un salarié de la mairie pour pouvoir lui laisser le temps d'effectuer cette nouvelle tâche. Par ailleurs, il manque les diapositives pour pouvoir bien suivre les propos qui sont tenus. Nous pensons que le retour de la visio serait un réel plus pour l'information des citoyens et de la presse. Cette visio, couplée
à une description courte et textuelle de son contenu éviterait des téléchargements inutiles et apporterait aux citoyens un accès complet et facilité à l'information. Il est indiqué dans le procès-verbal que vous aviez contacté un groupe du conseil municipal par le passé, donc nous, pour faire modifier des éléments manifestement inexacts, conformément au règlement intérieur. Ces propos que vous avez tenus sont manifestement inexacts. Mais nous pensons que ce n'est pas vraiment ce que vous vouliez dire. En effet, vous nous avez convoqués par 2 fois pour modifier notre texte, car son contenu vous dérangeait. Mais il n'était pas manifestement inexact. La première fois, en mars 2023, nous indiquions de façon un peu implicite que les services sociaux subissaient vos demandes et ne pouvaient pas faire leur travail faute de moyens. Vous avez peur que le personnel ne comprenne pas ce que nous voulions dire. Nous avons donc rendu le texte très explicite, sans changer aucunement le fond qui était avéré, donc manifestement exact. La deuxième fois a eu lieu en décembre 2023 à propos de notre texte parlant de nos interrogations relatives à la vision de la déontologie. Selon M. Morvan-le-Gentil, vous aviez peur qu'il vous soit reproché le contenu et vous nous indiquez seulement que si nous le gardions en l'état, vous couperiez les parties du texte qui vous posent problème, ce qui est tout à fait votre droit, même si cette pratique n'aurait pas été très honorable et encore moins démocratique. Nous sommes donc allés en votre sens et le contenu de notre article a été amputé en décembre, mais a été ensuite complètement publié en janvier, après que M. Le-Gentil ait lui-même approuvé en conseil municipal ses propos en votant l'approbation du PV du conseil municipal. Ainsi serait-il possible d'indiquer cette remarque dans le PV, s'il vous plaît, vous permettant ainsi d'admettre avoir dit quelque chose de manifestement inexact contre votre volonté et non pas si cette remarque ne devait pas être ajoutée de façon volontaire. Merci, Madame la maire. Merci. Je prends note de tout ce que vous avez dit, mais voilà, c'est quand même très long et je vais y réfléchir et vous apporterai une réponse. Madame Tancret. Oui, également, nous, il n'y a pas de souci, on votera le PV de la séance du 21 février, mais lors de ce conseil municipal, vous êtes engagé à constituer un groupe de travail au sein d'une commission compétente afin de respecter la démocratie au sein de la commune et ainsi échanger avec nous sur la révision du règlement intérieur du conseil municipal. Je vous cite, « Moi, je propose qu'il soit renvoyé à la commission compétente, c'est-à-dire un groupe de travail sur le sujet. » Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est le 20 mars. À ce jour, aucune proposition de date nous a été communiquée. Madame la maire, nous vous demandons à nouveau de mettre en place la commission permanente, comme vous vous y êtes engagé sur le sujet de la révision du règlement intérieur du conseil municipal. Je vous remercie. Monsieur Allium, Madame la maire et chers collègues, je suis désolé, Monsieur Le-Gentil n'est pas là, mais c'est pratiquement pour l'intervention est faite dans ce sens-là. Monsieur Le-Gentil s'est exprimé dans le Ouest France pour évoquer une rupture de confiance suite à l'annonce de l'implantation d'une usine Safran sur le site de la Jeannet, en parlant, je cite,
de contournement des instances démocratiques de notre collectivité, Rennes Métropole en l'occurrence, qui n'a pu débattre de ces changements d'orientation. Nous nous étonnons donc que M. Legentil valide une situation similaire dans le fonctionnement de notre propre collectivité. Monsieur Legentil, devons-nous voir dans vos propos, excusez-moi, il est absent, un soutien sur nos demandes répétées de mise en place d'une commission permanente de révision du règlement intérieur du conseil municipal, ou bien est-ce une simple posture politique de sa part à 3 mois de l'échéance électorale? Vous n'avez pas le monopole, je parle à M. Legentil, de l'écologie. Nous sommes tous préoccupés dans cette Assemblée pour les questions écologiques. Mais contrairement à M. Legentil, nous refusons d'opposer l'écologie au progrès social et à l'emploi. Nous nous félicitons d'ailleurs du travail effectué par Nathalie Appéré et ses équipes dans ce dossier. Permettez-moi de citer Molière dans Tartuffe, « Rien ne reprend mieux les hommes que la peinture de leurs défauts ». Je vous remercie, Madame la maire. Merci. Alors, quelques éléments de réponse. Monsieur Brochin. Juste un point de réponse à Madame Lapie qui nous indique que le conseil municipal séquencé n'est pas disponible. Moi, je suis connecté à l'instant sur le site de la ville et je vois bien le séquençage de l'enregistrement audio. Il a été dit 21 février. Donc, les choses précises. Concernant l'intervention de Madame Tancret, je relis le PV de la dernière fois. C'est vrai que j'ai mis que je propose qu'il soit renvoyé à la commission compétente, c'est-à-dire un groupe de travail sur le sujet. Je mets le texte proposé aux voix. Ensuite, il y a eu une suspension de séance. Et ensuite, en fait, j'ai mis aux voix les différents amendements qui ont été rejetés. Et le texte proposé a été mis aux voix. Donc, je ne vois pas pourquoi nous reviendrions sur l'organisation d'un groupe qui revoit le règlement intérieur. Et donc, alors, ce serait bien autour de cette table qu'on respecte aussi les prises de parole et qu'on lève la main et que je donne la parole. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, il s'agit d'approuver le PV de la séance précédente. Du coup, vous pouvez me donner la parole ? Attendez, je termine. Et donc, voilà, il y a eu, c'est écrit, mes propos tels que vous les mentionnez, et je les réitère. Mais ensuite, il y a la suspension de séance et il y a des votes. Et donc, voilà, pour ma part, le règlement intérieur tel que proposé à la séance du 21 février a été adopté à la majorité. Madame Tancret, je vous donne la parole. Et du coup, le fait que vous ayez fait des écrits par mail auprès de nous disant on va se réunir, on trouvera une date, on s'est réunis, on allait retravailler ensemble le règlement intérieur. Une première fois au conseil municipal du 20 février, vous vous engagez à mettre en place ces commissions compétentes. Non, vous restez sur votre position de dire moi j'ai mis en place la démocratie au sein du conseil municipal de béton. Je vous demande de me renvoyer les mails sur lesquels je m'engageais à créer un groupe de travail pour voir le règlement intérieur. Parce que personnellement, j'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. Bon, bah écoutez, je vais le faire, mais c'est triste d'en arriver là pour mettre en place la démocratie au sein du conseil municipal. Je vous demande de m'apporter la preuve comme quoi je me suis engagée à constituer ce groupe de travail. Et puis, sur les propos de Loïc Allium, je partage également. Et je fais partie du groupe qui soutient Nathalie Appéré. Et je pense que le développement durable fait partie est complètement illustré par ces 3 composantes qui sont l'économie, l'environnement et le social. Monsieur Bidault. Nous répétons aussi notre demande d'avoir une petite réunion pour parler du règlement intérieur. Et par rapport à la question de Madame Lapie, est-ce que vous reconnaissez que ce que vous avez dit était manifestement inexact ? Comme quoi, vous ne nous avez jamais contacté
à cause de propos manifestement inexacts. Soit vous maintenez sans mettre de correctif, et ça veut dire que vous mentez délibérément, soit on met un petit correctif. Merci, monsieur. Non, je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez, en fait. Oui, vous ne pensez pas que je mens? Non. Merci. J'ai dit à Madame Lapie, j'ai répondu que je prenais note de tout cela et que je vous apporterai une réponse. Parce que son intervention était très longue, j'ai une certaine capacité, mais pas forcément à enregistrer tout ce qu'elle dit. Et son intervention, je souhaite que vous me la donniez, que je relise tout ce qu'il a été dit. Non, ça n'apparaîtra pas dans le PV. Donc, je mets aux voix le procès-verbal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Donc, le point 1 du Conseil municipal porte sur la fixation des taux de fiscalité, un ajustement technique que va nous expliquer M. Amin Amar. Merci, Madame la maire. Je rappelle peut-être que normalement, toutes et tous avaient dû être destinataires le 12 mars dernier à la fois d'une note et d'un projet de délibération qui tentait d'expliquer la délibération qui vous est proposée ce soir. Je vais donc, en peu de mots, mais en étant à votre disposition pour répondre aux questions, essayer de résumer la situation devant laquelle nous sommes. Lorsque nous avons délibéré le 21 février sur le vote des taux, nous avons transmis, comme toujours, cette délibération au contrôle de légalité, lequel contrôle de légalité nous a écrit le 26 février pour nous indiquer que, en raison de la règle dite du lien entre les taux, nous devons redélibérer aujourd'hui parce que nous avons fait une mauvaise application de cette règle de lien entre les taux. Nous avons lié le taux de la taxe foncière qui est augmenté de 7% à celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en la faisant augmenter également de 7%. Or, nous aurions dû avoir un calcul, une pondération des deux taux de taxe foncière, c'est-à-dire sur le bâti et sur le non-bâti. Comme nous n'avons pas augmenté la taxe sur le non-bâti, c'était donc à un peu moins de 7% qu'il aurait fallu augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Voilà en substance ce que nous a indiqué le contrôle de légalité, la Direction régionale des finances publiques en l'espèce. Et donc, nous sommes amenés à devoir redélibérer sur l'ensemble des taux ce soir pour avoir le calcul correct et l'application correcte de ce lien, de cette règle de lien entre les taux. Et c'est pour cette raison qu'il vous est proposé de voter une taxe foncière sur les propriétés bâties à 43,71, c'est-à-dire exactement le taux qui a été voté le 21 février, une taxe foncière sur les propriétés non bâties à 37,84%, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas, et une taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est ça qui change, à 18,49% au lieu de 18,51% initialement. Le tout représente un manque à gagner pour la commune dont, j'espère, nous nous relèverons de 68 €. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Juste une petite coquille, sans doute, dans la délibération. Je croyais que le taux sur le non-bâti était de 37,94. Il y a une... Je ne sais pas. Dans une note. Ah oui. Donc c'est voilà. En tout cas, le principe c'est que ce taux reste inchangé. Voilà. Il ne bouge pas. Donc dans les délibérations, il faut lire 37,94. Donc, y a-t-il des questions, remarques? Alors, Monsieur Bidault.
Merci Madame la maire. Donc nous nous abstiendrons pour cette délibération technique qui découle toutefois de vos choix en termes de fiscalité. Et vous le savez, nous ne partageons pas votre méthode relative aux choix fiscaux, ni les conclusions que vous en tirez dans votre cercle fermé. Cette délibération est pour nous l'occasion de vous demander un éclaircissement, donc qui rejoint un petit peu l'intervention de Loïc Allium tout à l'heure. Il y a une justification dans votre démarche. Outre l'héritage d'une situation financière catastrophique pour la commune, vous augmentez les impôts pour augmenter les ressources fiscales, qui sont en moyenne plus faibles que d'autres communes comparables. Et M. Amar nous indique que c'est en particulier dû à une insuffisance de l'activité économique sur la commune, qui ne progresse pas forcément assez vite. De notre côté, nous défendons une péréquation accrue au niveau de la métropole pour une meilleure répartition des recettes liées à l'activité économique, comme le sont déjà les dépenses liées à la démographie. Donc nous nous interrogeons sur la position de nos élus métropolitains relatifs à l'arrivée de Safran sur le site de la Jeannet, car nous avons lu dans la presse, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'un des deux élus était clairement contre. Selon la presse, il estime qu'il y a une rupture de confiance avec la majorité socialiste qui utilise de vieux logiciels et qui reprend, cette majorité socialiste, à son compte le discours de greenwashing proféré par Safran. Alors, est-ce que les conseillers municipaux de Béton pourraient être informés sur le contenu de ce dossier? Parce qu'on le connaît peu, finalement. Comment pouvons-nous prendre position sur ce dossier qui a été tenu secret un certain temps et sur lequel il est très difficile d'obtenir des informations? Que pouvons-nous répondre aux Bétonnais qui nous interrogent? Quelle position défend la commune? Quelle stratégie avez-vous mise en place, tous les deux, les deux élus métropolitains, pour que le message de Béton soit clair, mais apparemment, donc, c'est pas le même, et défendre les intérêts des Bétonnais qui vous ont élus pour cela en 2020? Nous vous remercions. Pour ma part, je voudrais répondre en fait sur l'insuffisance de l'activité économique sur Béton. C'est aussi une question d'aménagement et historiquement, sur le bassin rennais, l'activité économique s'est principalement développée sur les axes les plus circulants et irriguant le territoire rennais. Alors vous pensez bien que les axes les plus circulés, c'est Paris-Rennes. Et après, il y a Rennes-Nantes, Rennes-Saint-Brieuc, et c'est quand on remonte en arrière sur plusieurs dizaines d'années, les grandes zones d'activité se sont développées sur cet axe. Et d'ailleurs, la Jeannet est sur l'axe Rennes-Nantes historique. Et des grandes zones d'activité aussi sont sur l'axe Rennes-Paris, avant d'arriver sur Rennes et Rennes-Saint-Brieuc. Longtemps, la ville de Béton n'a été desservie. Je ne vous parle même pas de la route de Saint-Malo, ni de la route qui allait à Melès. C'était des petites routes de campagne. Et puis, la route du Mont-Saint-Michel, direction en train, mais qui n'a pas forcément le même passage que Rennes-Nantes, Rennes-Saint-Brieuc ou Rennes-Paris. Donc, c'est historique. Notre prédécesseur métropolitain, Edmond Hervé, a eu cette idée courageuse du partage de la taxe professionnelle il y a plusieurs dizaines d'années et qui a pu rendre une certaine solidarité au niveau de toutes les communes de Rennes Métropole. Ceci dit, les communes qui avaient déjà des grandes entreprises sur le site, sur leur territoire, je pense à Citroën pour Chartres, mais aussi à d'autres entreprises sur Saint-Jacques, sur Noyal-sur-Vilaine, qui à l'époque était dans la métropole, ou encore sur Passé, parce que c'est sur l'axe Rennes-Saint-Brieuc, ont bénéficié tout de même d'une manne financière supérieure aux communes qui n'avaient pas de taxes professionnelles. Mais à ce moment-là, il y a déjà eu un partage. Alors après, sous le mandat précédent, Béton a été desservi par un axe un peu plus structurant, mais pas forcément très passant aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la déviation de Béton et qui dessert Rennes, Saint-Aubin-du-Binier, Tremblay, Entrain. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le même trafic que Rennes-Paris, Rennes-Nantes ou Rennes-Saint-Brieuc. Donc, on a, sur les mandats précédents, à travers le plan local d'urbanisme intercommunal,
défini des zones d'activité. Et moi, je remercie mon prédécesseur qui s'est battu aussi pour, ou mes prédécesseurs, pour la zone de la Bunelay-Pluvignon, mais aussi pour la zone d'Érigné, pour la zone de Bel-Air. Et s'il n'y avait pas eu cet investissement dans le développement de l'activité économique sur béton, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Donc, cependant, voilà, il sera très dur de rattraper le retard tel qu'à Chartres-de-Bretagne, tel qu'à Saint-Jacques, d'autant plus dans un contexte de ZAN, zéro artificialisation nette. Donc on a tous ces éléments aujourd'hui que nous devons respecter, et je dirais que la métropole aujourd'hui travaille sur un plan local de l'activité économique, en sacralisant les zones d'activité économique qui sont aujourd'hui telles qu'elles sont, les sacralisant, c'est-à-dire en les pérennisant, en les modernisant, en faisant du renouvellement urbain économique aussi et de la densité, et en définissant des zones d'activité économique qui sont sur des axes très fréquentés ou des secteurs qui sont bien desservis par des axes. Et donc, c'est ce qui sera proposé dans le cadre de la modification numéro 2 du PLUI sur le développement économique. Ça, c'est une chose sur le développement économique. Bon, je vous rappelle que Rennes Métropole a la compétence du développement économique. Si nous, on définissait une zone pour développement économique, ce n'est pas nous qui décidons et nous devons l'inscrire dans le cadre du PLUI. Et si en plus cela se fait sur des zones à ouvrir à l'urbanisation, c'est à l'échelle de la métropole, dans le contexte de zéro artificialisation. Je rappelle juste que nous devons ouvrir à l'urbanisation 50% de moins entre 2020 et 2030 que ce que nous avons utilisé entre 2010 et 2020. Et la prochaine décennie, ce sera encore moitié moins pour arriver à zéro utilisation d'espaces agronaturels pour de l'extension. Ou si demain nous devions utiliser 1 ou 2 hectares de terres agricoles, à l'horizon 2050, il faudra renaturer 1 ou 2 hectares dans nos territoires. Donc c'est quelque chose de très contraignant, mais positivement, parce que c'est aussi pour préserver ces espaces agronaturels et la production agricole et la production tous les bénéfices que nous procurent aussi les espaces naturels. En ce qui concerne ce que vous pointez sur la répartition financière de la taxe foncière sur le bâti industriel, commercial et tertiaire, c'est une observation que certains d'entre nous pointent à la métropole. Je fais partie de ces personnes-là. Ça nécessite une analyse profonde avec les services de la métropole et de l'Audiard. Il y a déjà eu, en début de son mandat, un travail sur la dotation de solidarité communautaire, la DSC, pour répartir un peu mieux la DSC selon des critères, alors avec la richesse de la population, mais aussi avec les logements sociaux, avec la présence de terrains de gens du voyage, avec la typologie de la population des jeunes et des personnes âgées. Et je vous rappellerai qu'au dernier budget, on a vu notre DSC augmenter de 70 000 € environ, si mes souvenirs sont bons, par rapport à l'année N-1. Ça veut dire qu'on est dans cette dynamique aussi de logements sociaux. Il y a une reconnaissance de la métropole, de l'investissement de la ville de béton dans les logements sociaux, dans le terrain des gens du voyage, dans la population. On a une population jeune, on a une population plus âgée, etc. etc. Le travail, il y a encore des pistes à travailler sur sans doute ce partage de la taxe foncière sur le bâti industriel, commercial et tertiaire, mais ça ne se fait pas comme ça. Je pense qu'il faut des analyses plus profondes et c'est quelque chose que je porte, moi, personnellement, à la métropole sur ces questions d'aménagement, parce que voilà, je vois bien ce qui se passe en termes d'aménagement, mais il y a des observations à faire. Donc c'est un travail long sur plusieurs années et c'est un débat qu'il soit partagé au sein des 43 communes de la métropole. Monsieur Amar. Merci Madame la maire. Je vais être court. Monsieur Bidault, vous avez évoqué la situation
catastrophique, je reprends votre mot, des finances de la commune. Je voulais simplement vous dire que je ne partage pas ce pessimisme, évidemment. La situation, je la qualifierais plus sobrement de tendue, mais pas de catastrophique. Je ne suis d'ailleurs pas particulièrement inquiet sur notre capacité à boucler à l'équilibre les budgets 2025 et 2026. Merci. Donc, je mets aux voix la délibération. Monsieur Bidault. Donc, bon, catastrophique ou tendu, voilà. En revanche, j'ai toujours ma question par rapport au dossier Safran. Est-ce qu'on peut être informé du contenu et de savoir du coup quelle est la stratégie de la commune? Comment vous faites pour décider, enfin pas ensemble, enfin je sais pas comment vous faites pour représenter la commune au niveau de la métropole et défendre les dossiers au mieux? Donc, dans mon propos tout à l'heure, j'ai dit que Rennes Métropole a la compétence métropolitaine. Et comme vous avez pu le lire dans la presse, sur des stratégies d'accueil d'entreprises aussi importantes et aussi pointues aussi dans leur domaine, vous imaginez qu'il y a une certaine concurrence entre les territoires au niveau national. Donc, quelque part, il y a aussi, quand on fait venir une entreprise, dès les premiers contacts, il y a un travail quand même de discrétion. On n'informe pas forcément l'ensemble de la presse et des élus sur ce travail-là. C'est un travail de longue haleine. Je rappellerai juste que le terrain sur lequel l'entreprise Safran va s'installer se situe à la Jeannet, sur les anciens terrains Citroën que la métropole a achetés il y a déjà plusieurs années et sur lequel il travaillait, le service économique et les élus en charge de l'économie, sur les contacts et l'entreprise. Juste dire aussi que la définition de ce pôle a été définie telle que pour recevoir des activités tournées vers la transition écologique. Alors le débat a porté aussi sur l'activité même, mais au regard de tout ce qu'on développe, de toutes les politiques développées à la métropole, que ce soit en politique de transport, mais en politique d'énergie, nous travaillons sur tous les fronts. Et en accueillant cette entreprise qui elle-même oriente sa production avec pour objectif de réduire ses consommations d'énergie, de travailler sur des moteurs économes en énergie, c'est les raisons pour lesquelles elle a été accueillie, d'autant plus que le trafic aérien est tel aujourd'hui, mais il existera toujours demain pour des transports, pour les transports internationaux. Il faut surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas forcément une expansion et que, en même temps qu'il n'y ait pas d'expansion, on travaille aussi sur la consommation de ces avions. Et c'est l'objet même de l'entreprise qui va arriver sur le site de la Jeannet, Safran, travailler à la réduction des consommations de l'aéronautique en général avec des technologies de pointe, qui va faire appel aussi à d'autres technologies et qui peut entraîner d'autres entreprises sur cette recherche de consommation de moins d'énergie ou d'autres énergies et des énergies renouvelables. Et c'est le sens même de ce pôle industriel sur la Jeannet, c'est autour des mobilités décarbonées ou moindre consommateurs en énergie, et autour aussi du bâtiment décarboné. Et donc là, il n'y a pas forcément la grosse entreprise encore arrivée sur la Jeannet en termes de bâtiments décarbonés. Aujourd'hui, il y a, je crois, des constructeurs de conteneurs, pour faire de l'habitat avec des choses beaucoup moins carbonées. Et la piste qui est recherchée, c'est de travailler aussi avec tous ces matériaux biosourcés. Voilà. Mais c'est très long à mettre en place, ces filières, et c'est plusieurs années. Et là, c'est une première pierre sur le site. Et donc, pour ma part, je m'en félicite. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Il y a un travail quand même de discrétion au départ. Et puis après, on accueille l'entreprise
tel qu'on le fait aujourd'hui avec Safran. Je vais reformuler. Oui. Donc, je vais reformuler, en fait, parce que votre réponse, elle est intéressante, elle est argumentée, on a bien votre point de vue. Après, c'est long, hein, c'est comme ce que vous disiez à ma collègue Stéphanie Lapie. Moi, je ne peux pas tout analyser ce que vous me dites là. Donc, j'aimerais bien avoir, maintenant que la phase de discrétion est passée, que le choix a été fait, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse se positionner, tout comme on puisse positionner le groupe des écologistes, des Verts, des Citoyens, je ne sais plus comment il s'appelle, à la métropole, pour qu'on puisse savoir, nous, pourquoi eux sont contre, et pourquoi 26 élus, je crois, sur les 48 sont clairement pour. Voilà, qu'on ait les éléments du dossier, puis surtout quand les bétonnés nous demandent, qu'on puisse leur dire, nous, notre point de vue, c'est ça, et les écologistes pensent que ça, mais c'est leur problème, si on n'est pas d'accord avec eux. Ou alors, la maire socialiste pense que ça, mais c'est son problème, si on n'est pas d'accord avec elle. Bon, je pense que déjà, dans la presse, il y a eu des éléments... c'est la presse. C'est la presse. Moi, là, je m'engage, non pas à expliquer, mais à vous fournir des éléments que je peux récupérer auprès de la métropole et à partager à l'ensemble des élus du conseil municipal sur l'entreprise Safran, qu'est-ce que l'entreprise Safran et les raisons du choix de cet accueil. Avoir une note sur ça. Je peux comprendre, Madame la maire, votre exposé qui est tout à fait louable. On peut constater que récemment, c'était sur nos territoires proches, Bridor, etc. On a vu une évasion qui s'est faite pour Bridor, puisque ça n'a pas été validé, et bien au contraire, puisque nous, on était aussi... c'était pas bon de mettre une entreprise qui produit pour l'international avec trop d'eau de consommer, etc. On s'est aperçu qu'en Normandie, effectivement, M. Morin, qui est le président de région, dit si ça ne se fait pas en Bretagne, moi je le fais chez moi. Donc il faut faire très attention justement quand on laisse s'évader de grosses entreprises. Et puis je voyais aussi, parce que c'est la presse qui nous informe régulièrement, on voit que Microsoft aussi est dans les tuyaux pour arriver sur la Jeannet, ce qui est un bon projet aussi, je pense. Est-ce qu'on a plus d'informations sur Microsoft, Madame la maire? Merci. Alors, personnellement, sur Microsoft, je ne suis pas vice-présidente en charge de l'économie sur la métropole. J'ai l'aménagement et c'est déjà un dossier qui m'occupe beaucoup. Mais je vais rechercher des éléments sur Microsoft, mais là, ce soir, je suis dans l'impossibilité de vous donner quelques éléments. Monsieur Brochin a trouvé des choses sur Safran, et puis on va clore. Oui, juste rapidement pour répondre à Monsieur Bidot, je vous invite à être un petit peu curieux, allez sur le site de Rennes Métropole, et vous verrez dans la rubrique économie et emploi, on y parle largement de l'arrivée de Safran et du pourquoi et du comment. Merci. Donc, je mets aux voix la délibération numéro 1. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 11 abstentions. Merci. Donc, le point numéro 2, et c'est la raison pour laquelle nous avons rajouté ce conseil municipal du 20 mars, et c'est la raison pour laquelle il y a peu de points et nous l'avons mis à 18h30, je dirais aussi pour permettre à celles et ceux qui souhaitent participer à la conférence sur les écrans qui aura lieu à 20h à la Confluence d'y assister. Donc le point numéro 2, je vais laisser Madame Alice Landet nous le présenter. Merci Madame la maire. Le point numéro 2 porte sur l'autorisation de signature des accords cadres relatifs à la fourniture des denrées alimentaires pour la restauration collective de béton. Avant de rentrer dans le vif de la délibération, quelques éléments de contexte qui semblent importants de rappeler pour bien comprendre la dynamique dans laquelle s'est inscrite la ville sur la restauration scolaire. D'abord, vous rappelez qu'à Béton, on sert environ 1300 repas par jour sur 4 écoles, un EHPAD, un IME et la microcrèche. Actuellement, pour se fournir les denrées alimentaires, on utilise un marché qui est alloti en 19 marchés différents qui vont nous permettre de nous fournir en viande, en légumes, en produits d'épicerie, etc.
Ces marchés sont arrivés à terme de façon réglementaire et donc il fallait les renouveler. Donc c'est le chantier qui a été ouvert depuis la fin de l'année 2022 pour définir l'ensemble de nos besoins et prospecter l'ensemble du marché actuel local vis-à-vis des denrées. Pour mener cette consultation, quelques fils rouges qui nous ont guidés. D'abord, une politique d'achat qui consiste à acheter bien sûr au meilleur rapport qualité-prix en prenant en compte la performance environnementale et sociale des fournisseurs et en favorisant des produits sains et de qualité. À Béton, dans nos objectifs, d'abord l'objectif réglementaire, celui de la loi Egalim, qui pour janvier 2022 imposait de proposer au minimum 50% de produits labellisés dans l'assiette, dont au moins 20% de produits bio. Par produits labellisés, on entend aussi tout ce qui est sous ce qu'on appelle SIQO, signes d'identification et de qualité. Ce sont par exemple les viandes label rouge, les fromages AOP, les pêches MSC, tous ces labels qui certifient une attention portée supplémentaire à la qualité des produits, à la qualité de leur production et de leur acheminement. Mais à Béton, on avait une ambition supérieure et donc on a aussi souhaité pouvoir proposer à l'horizon 2025 une part du bio plus importante dans l'assiette, élevée à 50%, qui sera complétée ensuite par des produits locaux et de saison, notamment les produits issus du marché terre de source. Avec, pour atteindre ces 50% à l'horizon 2025, une démarche par palier, atteindre 25% à l'horizon fin 23, 40% à fin 24. Vous avez peut-être remarqué qu'on affiche tous les mois sur les établissements scolaires et sur le site internet de la ville ce qu'on appelle le baromètre Egalim, qui est un visuel qui permet tous les mois de faire état de l'atteinte de ces objectifs dans l'assiette. Et vous pourrez constater dans le dernier baromètre qui est paru le mois dernier qu'on est à 60% tout confondu de produits de qualité, dont 40% de produits bio, à peu près un peu moins de 10% de produits issus des marchés de terre de source et un peu moins de 10% des produits issus des sous-signes de qualité et d'identification. Donc un total de 60%, on est donc déjà au-delà de nos objectifs. Alors, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en commission, on atteint aussi des scores parce que les cours de la bio, les cours des marchés de denrées fluctuent énormément et que ce score est par lui-même fluctuant de mois en mois et d'année en année. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on est bien dans l'atteinte de l'objectif et c'est notre objectif pour 2025 de consolider ce 50% qui doit tenir à beaucoup d'entrées différentes. Justement, pour maintenir et atteindre cet objectif et le consolider pour 2025 et pour les années futures, on a aussi notamment fait le choix d'un allotissement beaucoup plus fin que le marché actuel. Je vous ai expliqué qu'on avait 19 lots actuellement, on est passé sur un allotissement en 30 lots. Cet allotissement, il permet notamment il permet d'obtenir plus de réponses, plus de candidatures à nos marchés, notamment parce qu'on va découper en toutes petites parts les différents produits dont on a besoin. Et c'est ce découpage très fin qui va permettre aussi à des producteurs locaux de présenter leur candidature, puisque les volumes attendus et la qualité des produits entendus va leur permettre de rentrer dans l'ensemble des critères qu'on attend de ces produits-là. C'est pour ça que dans la délibération, le premier tableau que vous voyez, c'est cette liste des 30 lots que je ne vais évidemment pas vous lire, sinon ce serait un peu rébarbatif. Mais vous allez pouvoir constater l'ensemble du découpage qu'on a opéré et qui permet d'avoir accès à des produits en circuit court, à des produits en bio, à des produits en conventionnel, à des produits frais, à des produits surgelés, à des fruits, à des légumes, à des ovoproduits, qui permettent comme ça d'avoir comme ça une offre de très très bonne qualité. Ce marché, c'est un marché qui va courir sur 4 années. Il est conclu pour une année renouvelable 4 fois. Il a un maximum qui est de 410 000 euros par an, soit un total d'1 600 000 euros à peu près sur les 4 années. Il n'a pas de minimum, mais le maximum est obligatoire. Et donc le maximum par année, tout lot confondu, est de 410 000 euros. Courant sur une période de 4 années, il s'achèvera le 31 décembre 2027. Pour examiner les différentes candidatures qui ont été reçues, et elles ont été nombreuses, on a reçu plus de 80 candidatures sur l'ensemble des lots confondus. On a mis au point une grille de critères qui a notamment permis de pondérer une note finale de la façon suivante. On a réservé 30% de la note finale au prix de l'offre qui nous a été remise, 30% à la qualité des produits. Par qualité des produits, on entend la qualité organoleptique, le goût, la qualité technique, comment les produits sont produits, emballés, transportés.
Et puis aussi, on a mis après 30% de la note sur la démarche environnementale et responsable du fournisseur. Comment il s'inscrit dans son schéma de territoire, comment il s'inscrit dans sa qualité de produit, comment il inscrit le bien-être au travail, par exemple, aussi pour lui-même et pour ses agents. Et puis les 10% restants sont attribués aux services associés, c'est-à-dire là vraiment la facilité de la prise de commande, de la logistique, ce qui est un critère qui notamment va permettre à notre service de restauration de commander, d'être en relation avec les fournisseurs et d'avoir comme ça une gymnastique aisée et fluide de travail. Donc une note pondérée de la façon suivante et une réponse à notre consultation qui a été lancée en juin 2023 de 87 offres qu'on a commencé à étudier. Dans l'histoire, on a connu la cyberattaque fin août. Ça a occasionné un retard très long sur l'analyse des offres qui elle-même est extrêmement minutieuse. Il faut rentrer dans chaque dossier, dans chaque produit, organiser des sessions de dégustation, de différents produits. Tous les lots n'ont pas été dégustés, mais certains lots on avait prévu une dégustation. Certains parmi vous, on peut y participer, ainsi que des parents d'élèves, ainsi que des agents de la ville. Donc ça a permis vraiment d'ouvrir, comme ça, à tous la possibilité de rentrer dans cette gymnastique de marché qui est quand même assez, vous l'avez compris, assez importante d'une part, assez volumineuse et assez longue et lourde. Quoi qu'il en soit, cyberattaque en fin d'été, prise de retard pour un marché qui aurait dû commencer au 1er janvier 2024. On a donc contacté nos différents candidats. On a sollicité de leur part la possibilité qu'ils prolongent la validité de leur offre jusqu'au 31 mars, puisqu'on a refait tout notre calendrier. 2 lots n'ont pas accepté de prolonger la durée de leur offre. Ce sont les lots 4 et 5, et vous aurez pu le voir dans la liste, il s'agit du lot produits d'épicerie et base culinaire. Pour cela, on a refait une consultation, on a refait notre calendrier. Et on a pu mettre en place toutes les étapes nécessaires pour que ces marchés puissent être attribués à compter du 1er avril 2024. Et ce n'est pas un poisson. C'est un vrai marché qui démarre il est MSC, ou alors c'est un poisson d'avril labellisé MSC. Bon, voilà, petit sourire. Vous avez dans le tableau de la deuxième page de la délibération l'attribution de chaque lot à chaque candidat. Ça a été l'occasion d'une présentation en commission d'appel d'offres le 22 février dernier. Les 30 lots ont été attribués. Vous verrez dans ces 30 lots que 2 lots sont attribués à des candidats qui ne résident pas en Bretagne. Mais en fait, ce sont les sièges sociaux qui sont pour certains dans l'Eure et l'autre dans la Seine-Maritime. La totalité des autres lots sont attribués en Bretagne et la très grande majorité de ces lots bretons se trouvent en Ille-et-Vilaine. On est donc bien dans une démarche locale de fourniture de produits de qualité. Tel que prévu par le Code de la commande publique, une fois que les lots sont attribués, le service marché peut solliciter auprès des attributaires toutes les attestations fiscales, sociales qu'il doit réglementairement fournir. Au moment de cette sollicitation, un candidat sur le lot numéro 2 n'a pas pu fournir ces attestations. Et donc, comme prévu dans le Code de la commande publique, on a attribué le lot numéro 2 au deuxième classé de ce lot-là, qui est la SKIC Manger Bio 35. Donc, on reste malgré tout en Ille-et-Vilaine. Et à partir de là, vous avez dans la liste l'ensemble des attributaires réguliers. Et il est donc proposé d'autoriser Madame la maire à signer avec ses opérateurs, à l'exception du GAEC du Vieux Four pour le lot numéro 2, et à signer avec la SKIC Manger Bio 35 le marché relatif au lot 2, puisqu'elle a fourni l'ensemble des documents réglementaires nécessaires. Je vous remercie. Merci Madame Landet pour cette présentation et le travail, parce que voilà, c'est un gros travail de recensement, travail administratif, travail d'analyse, travail de dégustation. Je ne sais pas si c'est le plus difficile, mais merci aussi aux collègues pour avoir participé. Et je demanderai aussi à Madame Geoffroy de remercier le personnel qui s'est emparé du dossier, parce que voilà, bien souvent je les voyais travailler dans leur bureau de nombreuses heures sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions, remarques ou prises de parole? Alors, Monsieur Cornichet. Oui, merci Madame la maire. En lisant la liste, je vois qu'il n'y a pas de producteur de béton. Je voudrais savoir s'il y a un producteur de béton a répondu ou s'il n'y en a pas eu, et s'ils ont répondu, s'ils répondaient, visiblement ils ne répondaient pas aux critères. Merci. Alors, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de candidat
venant de la ville de Béton, enfin de la commune de Béton pour répondre. Je m'en assurais, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Vous avez vu aussi que les maximums sont quand même assez importants et qu'il faut du coup avoir un outil de production adapté, et ce n'est pas forcément nécessairement le cas pour les producteurs de béton qui auraient pu peut-être répondre. Oui, alors moi je voulais saluer le travail et d'orientation politique construit par Alice Landais depuis le début de ce mandat sur l'alimentation à béton et sa traduction technique, parce qu'on sait que pour plus de bio dans les cantines et plus de produits locaux et de qualité, en fait derrière il y a toute une machine à faire tourner et de connaissance de ce qu'on fait et de justement comment est-ce qu'on peut rendre les marchés des collectivités accessibles donc à des producteurs ou des transformateurs locaux et plus petits. Et ça passe par ce travail de fourmi, d'identification des acteurs capables de fournir. Et ça fait, c'est ça, une trentaine de lots plutôt que 19. C'était beaucoup de boulot pour les équipes, mais c'est aussi beaucoup de boulot pour l'élu qui l'a porté. Et moi, je trouve que depuis le début de ce mandat, Alice Landais nous a très clairement expliqué le sens de sa démarche, la manière de le conduire et accompagner les équipes pour le faire. Donc voilà, merci Alice. Merci. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci. Le point 3 porte sur les assurances. Et donc, c'est la constitution d'un groupement de commandes avec le Centre communal d'action sociale de Béton pour la passation de marchés publics d'assurance. Donc, les marchés publics d'assurance de la ville et du Centre communal d'action sociale de Béton, d'une durée de 5 ans, arriveront à échéance le 31 décembre 2024. Il convient par conséquent de relancer un avis d'appel à la concurrence pour conclure de nouveaux marchés, de telle sorte que leurs biens et responsabilités puissent continuer à être garantis à partir de janvier 2025. Donc, conformément à l'article du Code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être formés entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. C'est ainsi que, dans un souci de bonne gestion et d'efficience, un groupement de commandes a été constitué entre le CCAS et la ville de Béton, alors c'était en 2019, pour la passation des marchés publics d'assurance, afin d'en rechercher les meilleures conditions techniques et financières. Donc, créé pour la durée maximale des contrats d'assurance, ce groupement arrivera lui-même à expiration le 31 décembre 2024, et c'est la raison pour laquelle nous proposons cette délibération. Afin de poursuivre la mutualisation des coûts ou lancement de procédures et de bénéficier d'économies d'échelle, il s'avère opportun de créer un nouveau groupement pour la passation des prochains marchés publics d'assurance, donc entre la ville de Béton et le CCAS. Donc, il vous a été joint en annexe la convention, et dans cette convention, il est précisé: la ville de Béton assurera les missions de coordonnateur du groupement, et à ce titre sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande publique, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des opérateurs économiques, de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom de chaque membre du dit groupement. La commission d'appel d'offres sera celle de la ville de Béton, coordinatrice mandataire du groupement, et le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d'appel d'offres ouvert, conformément aux différents articles du Code de la commande publique, et au cas où l'appel d'offres serait déclaré sans suite en raison des cas énumérés, il sera procédé soit au lancement d'un nouvel appel à la concurrence, soit à la passation de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, la consultation sera allotie en plusieurs lots permettant de couvrir l'ensemble des risques suivants: les dommages aux biens et risques annexes, la responsabilité civile et risques annexes, la flotte automobile et risques annexes, la protection juridique des agents et des élus, et tout risque d'exposition ne concerne pas le CCAS. Donc, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville de Béton et le Centre communal d'action sociale pour la passation de ces marchés d'assurance, d'approuver les termes de la convention constitutive du dit groupement tel qu'annexé à la présente délibération,
de désigner la ville de Béton comme coordonnatrice de ce groupement ainsi que le prévoit la Convention et d'autoriser Madame la maire à signer cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Alors peut-être quelques éléments, on est quand même dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez sûrement lu aussi ou entendu des communes qui ont du mal à trouver des compagnies d'assurance. C'est notamment vis-à-vis des aléas climatiques dus au réchauffement climatique, mais aussi cette dégradation du bien public lors d'émeutes urbaines et les assurances sont plus frileuses que jamais et refusent quelquefois d'assurer les communes vis-à-vis de ces risques. Alors ce n'est pas le cas à Béton. Aujourd'hui, on travaillait encore sur du bien public. Moi, je vois bien le travail qui est fait par les agents de la collectivité sur l'entretien des bâtiments, même la rénovation des bâtiments fait partie aussi de ce souci de minimiser les risques de dégradation liés à un aléa climatique. Il faut entretenir les bâtiments, l'enveloppe extérieure, l'enveloppe intérieure, le suivi électrique, risque d'incendie, les mises aux normes. Et donc nous avons du personnel très compétent. On travaillait sur la cuisine centrale l'autre jour et effectivement, cuisine centrale très très bien entretenue malgré ses 15 années et donc qui permet de faire durer dans le temps aussi les équipements. Bon, tout ça, la flotte automobile, c'est aussi un sujet. Donc sans arrêt, veiller à ce que les agents respectent la sécurité routière, le code de la route évidemment, mais aussi une vigilance à la conduite afin d'éviter les accidents. Et donc à ce jour, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas Aujourd'hui, on a quand même quelques sujets pour lesquels on fait appel à l'assurance. Le dernier en date, je pense, au hangar Mellet, où il y a eu des dégradations suite à la tempête. Sur des vieux bâtiments. Mais aujourd'hui, on n'a jamais eu ces difficultés. Et j'espère qu'avec ce groupement de commandes et cette consultation, on n'aura pas ces difficultés. Alors, dans la Convention, on précise aussi qu'on se fait accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir le cahier des charges des assurances et surtout pour analyser les contrats d'assurance. Parce que je ne sais pas si vous essayez de le faire à titre privé, mais comparer une assurance de l'une à l'autre, il faut savoir bien lire toutes les lignes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se fait accompagner de la même façon qu'on s'était fait accompagner en 2019 sur l'analyse des offres de ces candidatures pour les assurances. Un petit chiffre, la dernière fois, vous voyez, ça représentait, alors les assurances ont augmenté, 160 000 € pour 5 ans, pour assurer tout ce que je viens de dire, les lots. C'est quand même une somme et c'est la raison pour laquelle il y aura aussi la consultation de la commission d'appel d'offres CAO, certains connaissent. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des questions, c'est très formaliste et puis on aura l'occasion d'en reparler lors de l'attribution des marchés d'assurance. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci. Le point 4 porte sur les tarifs des séjours et bivouac 2024. Et je laisse la parole à Monsieur Amin Amar. Merci, Madame la maire. Alors, traditionnellement, c'est évidemment pas moi qui présente ce type de délibération et par avance, je remercie ma collègue Karine s'il y avait d'aventure des questions sur le fond de la politique publique, d'y répondre. Mais pourquoi je suis aujourd'hui le rapporteur? C'est tout simplement parce que cette délibération concerne des tarifs et que nous avons dans quelques mois, le 19 juin, je crois, on a bien un conseil le 19 juin, quelque chose comme ça, en tout cas au conseil du mois de juin, il y aura une délibération générale habituelle sur les tarifs et nous avons souhaité intégrer cette délibération qui concerne les tarifs
dans cette délibération générale pour une raison assez simple. En commission finances, il y a une année environ, nous étions, celles et ceux qui y participaient, convenus qu'il fallait que nous rediscutions, y compris du nombre de tranches, etc. Et donc, comme cette délibération sur les séjours et bivouacs reprend le même principe des tranches de quotient familial, etc., il était important de l'intégrer dans cette réflexion globale. Mais pour autant, il faut bien que les séjours se fassent et s'organisent, et c'est maintenant que les réservations se font, et c'est dans quelques temps que les inscriptions vont s'ouvrir. Et dès lors, il fallait bien que nous disions aux parents combien ils allaient payer les séjours de leurs enfants. Et ce qui est proposé, c'est de reconduire les tarifs 2023 à l'identique pour ces séjours et bivouacs 2024. Et pour 2025, nous verrons bien ce que nos travaux en commission des finances puis en conseil municipal indique sur les tarifs qu'il conviendra d'appliquer pour ces mêmes séjours et bivouacs. Voilà l'objet de cette délibération. Donc, il vous est demandé de proroger les tarifs 2023 pour les séjours et bivouacs 2024, de fixer la même pénalité que celle qui a été appliquée l'an dernier, de 30 € pour les séjours enfance pour une annulation non justifiée à partir du 12 juin, et d'autoriser Madame la maire à signer les conventions afférentes à cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Amar. Alors, y a-t-il des questions, interventions? Alors, Monsieur Cornichet et Monsieur Jaouen. Monsieur Cornichet. Oui, merci Madame la maire. En commission, nous avons amorcé une réflexion sur les tranches, le fait de faire contribuer un peu plus les familles aisées. Donc, nous espérons que nous pourrons effectivement continuer à discuter ces points pour finaliser en commission jeunesse et avant, évidemment, le conseil de juin. Et nous nous positionnerons à ce moment-là, effectivement, sur ces nouveaux barèmes. Et en attendant, nous allons nous abstenir. Merci. Merci. Monsieur Jaouen. Oui, j'avais des questions. Alors, ce n'est pas forcément d'ordre financier. Effectivement, Amine, ce sera plus d'ordre d'analyse, on va dire. J'aurais aimé connaître la fréquentation déjà de 2023, parce qu'on voit qu'il y a 24 places. Est-ce que les 24 places étaient prises? Et pareil pour les différents types de séjours. Est-ce qu'on a fait le plein ou est-ce qu'on a eu des places vides? Ou est-ce qu'on a eu des demandes qui n'ont pas été satisfaites aussi, bien sûr? Et enfin, la fréquentation par tranche, parce que c'est important de regarder la fréquentation par tranche pour pouvoir déterminer si notre tarif financier est adapté. Parce que si on a une tranche qui est totalement absente, si elle est absente de la ville, effectivement, c'est logique, mais sinon, il faut se poser la question quand même de pourquoi, si le tarif est adapté. Et ça, c'est une information qu'on n'a pas dans la délibération et qui serait intéressant d'avoir. Oui, on va le faire à deux voix au moins. Juste pour vous répondre à la première question, la commission finances va être saisie dès sa prochaine réunion d'une nouvelle, ou en tout cas d'une proposition de tranches et il va être mis au débat la question que vous posez, c'est-à-dire celle d'une contribution majorée pour les familles les plus aisées. Si j'ai bien compris l'interrogation qui était la vôtre, mais pour l'ensemble des tarifs sous caution. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons voulu sanctuariser pour 2024 le bivouac 2024 et en 2025 nous serons sur les mêmes tendances que pour la cantine ou les autres tarifs sous caution. Voilà. Mais les autres questions, je vais...
Karine Lepinois Lefresne. Donc la question sur la fréquentation des camps, des bivouacs l'année dernière. Donc effectivement, c'était complet, sauf le dernier. Il restait très peu de place, mais il restait un tout petit peu de place, le dernier qui était au mois d'août, avec des plus jeunes, de mémoire des CE2, des CE1, CE2. Et par tranche, merci. On avait le document sous les yeux pendant la commission, donc je demanderai au service de nous le communiquer. Je ne l'ai pas en tête, mais on l'avait. Ben voilà. Mais oui, évidemment, ça a été analysé, effectivement. Il y a eu une longue discussion sur la question des tarifs. Stéphanie était là aussi et Philippe également. Donc on a Clairvy des services, Clairvy-le-Verge a vraiment sorti les documents pour nous aider à réfléchir et donc voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit dans le compte rendu de la commission en fait. Mais ça sera présenté, il n'y a pas de problème. Très bien. Monsieur Bidault. Merci Madame la maire. Par rapport à cette tarification, là, pour bien préparer la commission finances, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'avoir d'une part la répartition par tranche là, dont on vient parler pour la restauration et d'autre part pour les activités périscolaires? S'il vous plaît. Merci. C'est pas clair? On note la demande et on transférera ces documents qui existent et qui ont déjà été présentés sans doute en commission. Voilà, oui, c'est exactement ce que je voulais dire, Madame la maire, sur les autres tarifs. Tout ce qui est tarif à caution, on sait en bilan quel est le nombre de fréquentants ou de fréquentation par tranche. On le présente tous les ans. Donc on ne dérogera pas à la règle, on le fera et on fera même une approche pluriannuelle pour voir si les participants par tranche évoluent suivant les années. Merci pour ces précisions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 11 abstentions. Une fois après avoir clos le conseil municipal, je pose la question au public s'il y a des questions dans le public. Il n'y a pas de questions dans le public. Merci beaucoup et puis bonne soirée pour ceux et celles qui veulent rejoindre la conférence. Merci.